de l'attaque de Barsalgo, attaque perpétrée hier samedi contre des populations civiles de cette localité située dans la région du centre-nord. Une équipe gouvernementale s'est rendue cet après-midi à Kaya pour apporter son soutien et témoigner de sa solidarité aux blessés. Pour en parler, donc, je reçois 4 invités ce soir. Il s'agit de Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons avec nous Gervais Nadambega, ingénieur des techniques de développement rural et spécialiste en développement organisationnel. Bonsoir. Bonsoir, Docteur Yacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur en civilisation africaine à l'université Naziboni, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons également avec nous Adama Sigiré, écrivain, professeur de philosophie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. La commune de Barsalgo a été le théâtre d'une attaque perpétrée hier par des terroristes. Les victimes sont pour la plupart des populations civiles mobilisées pour réaliser des travaux communautaires. Une attaque qualifiée de lâche et de barbare par la délégation gouvernementale qui était au chevet des blessés. Siaka Koulibaly. Oui. C'est une triste période pour nous, effectivement, d'enregistrer cet événement. On avait pensé que les événements de cette ampleur étaient derrière nous. La réalité vient nous démontrer le contraire. Il faut d'abord rendre hommage à ceux qui sont tombés, que ce soit les civils ou les militaires de la FDS. Et souhaiter bon rétablissement aux blessés, en disant que le pays étant en guerre, c'est établi. Dans une guerre, il arrive donc parfois on subisse des revers. Et moi, je peux considérer l'événement de Barsalgo comme un revers qui, cependant, ne va pas entamer la détermination des combattants et de nous-mêmes qui sommes à l'arrière-plan et qui soutenons par tous les moyens nos combattants qui sont en première ligne. Donc la détermination ne faillira point. Je suis sûr que les efforts seront redoublés d'ailleurs afin que dans le futur, les événements négatifs de cette ampleur soient évités. On attend peut-être des voix plus autorisées qui vont s'exprimer sur les perspectives. Mais pour ce que je connais du dispositif, je suis certain de cela. Je suis sûr que les dispositions seront prises pour que ce type d'événements ne se reproduisent pas. Alors, Gervais Nadambega. Merci. Il faut tout de suite dire que c'est un drame. C'est un grand drame. C'est une tragédie pour notre peuple en lutte. Mais il faut aussi dire une chose. Considérant l'étape de la guerre, considérant le niveau d'adversité, considérant tous les enjeux en place, au regard des intérêts qui sont menacés, je le disais tantôt lors des dernières émissions, il faut s'attendre à des attaques plus drues. Et ce n'est même pas qu'il n'y a même pas ces attaques. C'est parce que nous avons eu, par la chance, mais le courage et l'efficacité dans l'organisation pour être jusque-là vainqueurs et au-dessus de certaines attaques. Parce que les attaques, il y en a. Je pense que c'est tout ceci qui a transformé l'approche des terroristes et qui les amène à viser maintenant de façon très lâche, comme l'a toujours souligné l'autorité, la première autorité de ce pays, notre pays. Et vous voyez qu'ils évitent les militaires, ils évitent notre armée, ils évitent les détachements et ils s'attaquent aux populations civiles qui vont dans des actions communautaires. Ces deux symboles, ces deux messages. Le premier message, c'est de décourager complètement les populations civiles
qui, au-delà de l'adversité, s'organisent pour non seulement tenir le flambeau, mais aussi défier cette horde de barbares de nouveau type. Et ça, c'est indicateur également du fait qu'il y a une montée en toute puissance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, de nos forces, de nos FDS, de nos militaires. Maintenant, il faut se dire une chose. Chaque fois que l'ennemi change de tactique, il faut que nous changeons également. Et c'est là que je loue la coïncidence des choses. Deux choses. Il y a eu un communiqué qui est paru et qui alertait. Et quand on regarde ce qui est arrivé, c'est exactement ce qui était craint, ce qui était annoncé. Mais quand on observe plus loin, on s'aperçoit que la coopération du côté civil n'a pas toujours suivi. Pourquoi je dis ça? Si vous observez, on demandait, on recommandait de faire attention aux attroupements. On recommandait effectivement de ne pas héberger, de ne pas, mais quand on dit héberger, ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement de louer, mais seulement aussi de côtoyer des gens que l'on ne connaît pas. Et quand vous regardez le mode opératoire, et quand je lis effectivement certaines indiscrétions qui apparaissent ça et là sur le net, on s'aperçoit qu'il y a des femmes maintenant qui sont entrées en jeu et qui transportent dans leur marmite, au lieu de l'eau, qui transportent ou des munitions ou des armes démontées pour pouvoir infiltrer. Ça veut dire effectivement qu'il y a, je ne veux pas dire comme une forme de coopération, mais même s'ils sont soudés de complicité. On va en venir donc à cette question. Mais je veux finir effectivement sur un autre aspect, c'est que si vous regardez un peu dans le monde, et on ne va pas aller très loin, vous regardez ce qui s'est passé en 1271-81, lorsque les Mongols attaquaient effectivement par des invasions le Japon pour pouvoir l'occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un grand vent qui a soufflé sur une expédition maritime des Mongols pour s'attaquer effectivement au Japon de façon fatale. Et puis il y a eu un vent, on ne sait pas d'où il est venu, qui a dérouté et décimé effectivement, déjoué effectivement cette expédition. Alors c'est de là qu'est venu effectivement le mot kamikaze, qui était les premières initiatives effectivement d'attaque. C'est là qu'est venu le mot kamikaze, parce que si vous prenez kami en Japon, en japonais, ça veut dire effectivement Dieu, et kaze, ça veut dire effectivement le vent. Donc ça veut dire effectivement un vent divin. Mais si vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est proche des opérations kamikazes, et les opérations kamikazes peuvent venir avec effectivement les détresses de nos adversaires. Mais il faut que nous notons et nous combattons l'expression même kamikaze, parce que ce n'est pas des vents de Dieu. Ici, c'est des diables eux-mêmes. Et nous préparer à former, bon, peut-être qu'on reviendra effectivement sur effectivement, justement, quand on voit ce mode opératoire de ces terroristes, l'objectif était clair, faire le maximum de victimes, comme vous l'avez dit, pour saper le moral, décourager les Burkinabés. Mais en fait, aujourd'hui, il faut, et je sais que notre peuple comprend. Pourquoi je dis que notre peuple comprend? Il y a eu Inata. Inata a mené effectivement par la suite, a conduit à démoraliser le peuple pour permettre le coup d'État. Il y a eu Gaskindi. Oui. Donc chacun qui a son petit complot en tête se dit, on connaît ce peuple-là, il a des limites effectivement dans ce qu'il peut accepter, il suffit simplement de créer les conditions. Et ces conditions-là, c'est avoir un nombre important de moyens. Comme il n'arrive pas à le faire au niveau effectivement des détachements, comme il n'arrive pas à le faire au niveau des militaires, il faut attaquer de façon aveugle. Et c'est comme vous le dites, vous avez soulevé tout de suite, c'est ça l'objectif. Et quand on parle effectivement de complicité, on pense que c'est simplement les complicités au niveau du terrain. Les complicités simplement au niveau du terrain ne peuvent pas faire ça. Je suivais également, parce que c'est tellement choquant, que je me suis dit il faut faire des recherches dessus et lire un peu partout. On s'aperçoit qu'il y a des téléphones satellitaires
qui sont utilisés sur le terrain. Quand des gens utilisent des téléphones satellitaires au niveau effectivement des populations civiles, c'est pour communiquer avec qui? C'est pour communiquer avec quelqu'un à Kaya. C'est pas pour demander du riz ou de l'appui effectivement à Ouaga. N'est-ce pas? Ça veut dire effectivement que c'est des gens qui sont ailleurs et qui manipulent. C'est pourquoi nous devons rester fermes. Et permettez-moi 2 autres secondes. Je dis, toujours dans l'histoire récente, si vous regardez effectivement la Russie, avec tous les moyens qu'elle a, regardez la dernière attaque qu'il y a eu le 23 mars. Ça ferait 200, si vous voulez. Regardez en Liban. Et là, c'était en 83. Vous vous souviendrez que 283 Marines, donc américains, avec tout l'appui, tout le support technique, informationnel, de renseignement, ils ont été effectivement décimés par une attaque. Si vous regardez, et puis, ce n'était pas seulement les Américains. 51 parachutistes français ont connu le même sort. Vous reprenez effectivement Londres. Et si vous prenez Londres, vous verrez effectivement que c'est la même chose dans le système de transport. Mais est-ce que ça a démoralisé l'Angleterre? Est-ce que ça a démoralisé le Liban et ses appuis? Est-ce que ça a démoralisé la Russie? Parce qu'ils savent effectivement que l'objectif c'est ça, c'est les amener à mettre effectivement genoux à terre. Et aucun peuple, au-delà de la difficulté, de la gravité de la tragédie, ne doit accepter effectivement mettre genoux à terre pour faire triompher effectivement ces salopards de mercenaires. Parce que c'est des mercenaires en fait, puisqu'on sait effectivement qu'ils travaillent pour des causes qui sont loin de leurs intérêts à long terme. Justement, est-ce que là, ce n'est pas l'occasion peut-être de faire comprendre aux populations civiles que les messages très souvent qui sont passés par des terroristes qui disent que non, nous sommes avec vous, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes là pour vous protéger. Ce type d'attaque montre clairement que ces terroristes n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés, notamment dans la population civile. Docteur Ouedraogo. Oui, quand on analyse un peu le comportement des terroristes, on se rend compte qu'ils sont experts dans comment saper le moral des troupes. Et on se rend compte que même quand ils prennent des engagements, ils ne tiennent pas parole. Je crois que dans une des adresses du président, il a eu à dire que ceux qui nous poussent actuellement, il y a des gens qui pensent qu'il faut aller à la négociation, aller à la table de négociation avec les terroristes. Il a été catégorique lors de l'adresse du 11 juillet où il disait que ce sont des gens, des hors-la-loi, des gens qui ne tiennent pas parole, et même si vous avez avec eux des alliances, à tout moment, ils peuvent les rompre et vous surprendre. Donc si des gens pensent que ils peuvent collaborer avec les terroristes, ou bien s'ils se laissent prendre au piège de ce discours insidieux qui tente à leur dire nous ne sommes pas contre vous, nous pouvons traiter ensemble, nous pouvons donc avoir des alliances, nous sommes contre l'État central, ou bien nous avons une idéologie religieuse que nous voulons faire promouvoir. Je crois que c'est aux populations, comme j'aime le dire, d'être alertes. Il n'y a pas de meilleure façon de collaborer pour la survie de la nation que de collaborer avec les forces reconnues, les forces républicaines, les FDS, ou en tout cas l'administration qui se trouve sur les sites. Maintenant, si on considère cette attaque, comme l'ont déjà dit les prédécesseurs, il faut d'emblée reconnaître que c'est de la lâcheté. Lâcheté, pourquoi? Parce que dans leur mode opératoire, ils ne se sont pas attaqués frontalement aux FDS et autres. Donc, ce sont des populations civiles qui ont été déployées pour des travaux d'intérêt communautaire, qui ont été ciblés. Et quand, comme je l'ai dit, quand on regarde le mode opératoire, ces gens avaient des informations précises. Des informations précises sur le lieu, sur l'heure, certainement même sur le nombre de civils déployés, et aussi sur peut-être l'arsenal militaire qui devait protéger ces civils-là dans l'exécution des travaux. Tout a été donc étudié avec minutie, et il faut comprendre que tout a été préparé pour effectivement affecter
pas seulement le moral des troupes ici, mais affecter même la conscience des Burkinabés. Voilà pourquoi je pense que, comme l'a souligné M. Natambega, il faut que le peuple burkinabé s'arme d'un mental de fer. Parce que Barsalgo aussi nous rappelle l'horreur de la guerre, nous rappelle la psychose que cela peut entraîner, l'incertitude, le risque peut arriver à tout moment, contre des populations civiles, contre des populations militaires, le risque peut arriver à tout moment, qu'on soit donc en ligne de front, ou qu'on soit donc en ville, ou dans n'importe quel coin du Burkina Faso. L'attaque peut arriver, alors c'est aux populations de se préparer, de rester alerte. Et, comme je l'ai dit, de s'armer d'un mental de fer. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent surfer. Aujourd'hui, nous pleurons, c'est vrai. Il faut s'incliner sur la mémoire des victimes. Il faut donc pleurer ces morts. Mais, après l'émotion et la douleur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croise les bras? Est-ce que nous allons commencer à douter de l'option prise pour accepter, comme certains veulent nous faire croire, que l'option n'est pas la bonne et que la dynamique de rupture est une mauvaise dynamique? Si notre morale est affectée, alors leur objectif aurait été atteint. Aujourd'hui, il faut s'interroger. Comment cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et surtout, quelles leçons tirer de ces événements pour que d'emblée, nous puissions donc parer à des attaques contre des civils et aussi éviter de tomber dans le piège de l'émotion. Je crois que là aussi, le président, lors de l'adresse, il a dit que ce sont des gens qui pensent que le nègre, c'est l'émotion. Comme l'avait d'ailleurs dit le Paul Sédar Senghor. Oui. L'émotion est nègre, la raison est hélène. Mais cette vérité est dépassée. C'est une vérité dans un contexte historique. Aujourd'hui, les masses africaines ne sont plus à l'étape de l'émotion. Les gens ont pris conscience, les gens peuvent faire une lecture des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Donc aujourd'hui, c'est davantage lancer un message au peuple. C'est la douleur. Mais nous devons tirer encore de la force de cette preuve-là pour rester forts. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en période de guerre. Rien ne prouve que pendant que nous sommes sur le plateau, ou demain après demain, il n'y aura pas donc d'autres vagues d'attaques pour donc saper notre morale. Mais c'est à nous de rester forts, de rester unis. Quand il faut pleurer, on pleure, mais on ne reste pas là, on rebondit pour aller à l'assaut parce que c'est une guerre et quoi qu'il arrive, nous devons sortir vainqueurs. Voilà ce que moi je pouvais dire d'emblée. Si on me permet, je vais aussi surfer sur l'histoire qu'il a rappelée. Parce que souvent, il y en a qui évoquent ces sortes d'attaques-là pour juste montrer que nous sommes dans un état failli ou juste pour montrer que nous n'allons pas nous en sortir. Actuellement, l'Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais tout le monde sait que la Russie, c'est une grande puissance. Mais il n'empêche que chaque jour, la Russie enregistre des morts et des morts. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, toutes les puissances qui ont participé à la guerre, on parle de 50 millions de morts. On ne dit pas ça pour banaliser la mort, pour banaliser donc la vie humaine, non. Un seul Burkinabé qui meurt, c'est de trop. Mais en attendant, nous sommes dans une guerre. Et la réalité de la guerre, ce sont les pertes, ce sont les risques. C'est autant de drames qu'on ne saurait qualifier qui arrivent et qui peuvent arriver. Mais c'est en restant soudés que alors nous pourrons passer cette période sombre de notre histoire pour sortir fort et construire un État qui soit un État fort. Oui, Adama Sigiri. Oui, merci beaucoup, M. Sayon. Je vous remercie de me permettre de prendre la parole en dernière position entre les 4 personnes, parce que j'avoue que ce n'est pas facile de prendre la parole dans ce contexte. Moi, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de ceux qui sont tombés à Barsalgo hier samedi et souhaiter surtout prendre des établissements aux blessés et présenter toutes mes vives condoléances aux parents des victimes. C'est une épreuve très difficile ce qui s'est passé, mais c'est aussi, comme les camarades ont dit ici, la triste réalité de la guerre. La guerre, c'est ainsi. Il y a des moments où vous gagnez, il y a des moments aussi où vous perdez. Vous devez accepter cela. Et ça ne doit pas vous affaiblir, ça ne doit pas vous décourager, ça ne doit pas toucher notre morale. Pour moi, Barsalgo
est une bataille ratée et non pas une bataille perdue. Pourquoi je le dis? C'est une bataille ratée parce que j'estime qu'on aurait dû éviter ce qui est arrivé ou qu'on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont venus nous attaquer sont plus forts que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus déterminés que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus armés que nous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et l'effet de surprise a été un grand avantage pour eux. Moi, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux populations burkinabées. Et rappeler surtout les patriotes, ceux qui sont engagés aux côtés du chef de l'État pour faire la guerre, que c'est cela aussi, la guerre. Ça ne doit pas nous amener à douter de nous-mêmes. Parce que, comme Dr Ouedraogo a dit, c'est quoi la volonté de l'ennemi? C'est de nous faire douter de nous-mêmes. Alors qu'en période de guerre, une fois que vous doutez de vous-même, l'ennemi a pris le dessus. Moi, dans une de mes œuvres, je ne me rappelle pas, je crois que c'est le triomphe de l'amour, j'ai dit ceci: on ne part pas en guerre les larmes aux yeux. C'est pour dire qu'en période de guerre, on doit surtout éviter les lamentations, même devant les morts. C'est triste, c'est difficile, mais il faut avoir le courage de tenir. Il faut avoir le moral haut. Et encore que la guerre, pratiquement toutes les grandes nations ont vécu des périodes de guerre. Je ne suis pas historien, monsieur le docteur il travaille ici, mais quand vous rentrez dans les grandes nations, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Japon, les grandes nations ont connu des moments de guerre. Mais ça a été un passage plus ou moins obligé pour permettre à ces nations-là d'avoir ce qu'on appelle une conscience collective. Aujourd'hui, nous sommes sous l'effet de l'émoi, nous sommes attristés. C'est très douloureux ce qui s'est passé à Barça-Logo, mais ça doit susciter en nous une conscience collective, une conscience nationale, pour nous dire que nous avons l'obligation et le devoir de nous battre. De nous battre pour vivre, de nous battre pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, de nature, je ne suis pas un homme optimiste. Et même dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles, je refuse une chose: le découragement et le désespoir. Dr Ouedraogo a dit une chose qui m'a marqué. Depuis hier, j'ai constaté que nos ennemis sont en train de surfer sur ce qui s'est passé à Barça-Logo, comme s'ils n'attendaient que cela. Il n'y a jamais une loi qui a dit qu'en dans une période de guerre, on ne perd pas des soldats. Dans tous les cas, on perd des soldats. Ce qui est arrivé semble être ce que moi je pourrais appeler la loi de la guerre. Qu'est-ce que j'appelle la loi de la guerre? C'est de perdre des combattants. Dans tous les deux cas. Nous avons massacré ces derniers moments plusieurs terroristes que nous avons neutralisés. Les gens ont vu. Les ennemis ne veulent pas en parler. Et pourtant, nous les avons massacrés. Aujourd'hui, hier, c'est dans notre camp que nous avons perdu des Burkinabés. Des hommes qui sont sortis pour défendre les communautés, pour faire quelque chose pour se protéger, et malheureusement, c'est arrivé. Moi, je pense que ça doit susciter en nous encore une forte mobilisation, une détermination sans pareil. Ça doit nous dire que nous devons tout faire pour venger ceux et celles qui ont été lâchement et froidement abattus. Et parmi ces victimes, des populations civiles, des vieillards, des enfants, des femmes, sur qui on a tiré sans distinction. Oui, sans distinction. Et c'est ça aussi qui prouve la lâcheté des terroristes. J'ai écouté une vidéo, je crois que c'est avant-hier, où quelqu'un disait que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est même pas une guerre. Parce que dans une guerre classique, vous connaissez vos ennemis. Et on ne tire pas au hasard. Ici, on a des groupes terroristes, lâches et barbares, qui viennent, qui trouvent des populations qui sont en train de faire un travail communautaire et qui ouvrent le feu sur toutes ces populations-là. C'est lâche, c'est inhumain. Et c'est ce que j'ai dit ce matin dans une publication. C'est la preuve que nous ne pouvons pas négocier avec ces gens-là. Tous ceux qui disent de négocier sont sur la mauvaise foi. Et moi, je suis fondamentalement et idéologiquement attaché à la volonté du président. Ce qui nous reste, c'est de nous révolter, c'est de nous déterminer à tous les niveaux pour dire que nous pouvons vaincre. Parce qu'on ne peut pas négocier avec des hommes et des femmes qui n'ont pas le sens de l'humain, qui n'ont pas le sens de la protection de la vie sociale et qui n'ont qu'un rêve: tuer le maximum de personnes pour décourager une population.
Moi, j'appelle encore, je présente encore une fois de plus mes tristes condoléances à toute la population burkinabé. Nous sommes émus, c'est douloureux, mais moi je pense que ça doit nous pousser encore à nous battre, à être déterminés, à rester debout, parce que nous pouvons encore sauver cette nation, et moi j'en suis convaincu. D'accord. Alors parlant donc de ces complicités, hein, de ces messages sur Internet, comme vous le disiez tantôt, on a vu justement des publications sur le nombre de victimes, alors que jusqu'à présent, Siaka Coulibaly, il n'y a pas de bilan officiel de la part des autorités. Oui, c'est un élément important de la guerre dans laquelle nous sommes plongés. Cette dimension communicationnelle qui consiste donc à utiliser les éléments d'actualité pour les orienter politiquement, voire idéologiquement. Et ce n'est pas étonnant du tout que ce soit exploité dans ce sens-là. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que les autorités en son temps vont communiquer sur l'événement, et c'est là où nous saurons exactement combien de morts il y a eu. Pour l'instant, effectivement, on voit passer des informations, mais moi, ce que je constate, c'est que ça vient d'un seul sens, toujours le sens opposé, celui qui tire plaisir à voir les Burkinabés tomber. Mais je regarde ça seulement du coin de l'œil, parce que connaissant les procédures, pour pouvoir établir le nombre de morts, il faut d'abord retrouver toutes les victimes, ce qui n'est pas du tout évident. Et il faut que le procureur prenne un acte établissant que ces personnes-là ont été effectivement assassinées pendant cet événement-là. Et ça, ce n'est pas du tout simple à réaliser. C'est pourquoi ça prendrait un certain temps. Mais tout de suite, au niveau communicationnel, il faut le dire, nous ne connaissons pas encore le nombre de morts. Donc tout ce que vous allez voir dans les réseaux sociaux, c'est juste de la guerre de communication et surtout de la part des complices des terroristes. Parce que tant que les autorités n'ont pas donné un chiffre, comment ces gens peuvent-ils connaître le nombre de morts? Sans être sur le terrain. Est-ce qu'ils ont été sur le terrain? Est-ce qu'ils ont dénombré chaque personne couchée sur le sol pour pouvoir établir un bilan permettant de donner ce... Non. Donc il faut rassurer les populations. Ça peut ne pas atteindre le nombre les nombres qui circulent dans les médias sociaux. Certainement que ce serait important parce qu'on l'imagine un peu. Mais moi je suis certain que ça n'atteindrait pas du tout ce que nous sommes en train de voir circuler. Et là-dessus, il faut que la communication soit ferme pour dire qu'il n'y a pas du tout de bilan pour le moment. Le bilan ne sera qu'officiel. Et puisque à partir du bilan, il y a des suites. Il y a des suites de la part de l'État pour rencontrer les familles des victimes, trouver peut-être tout ce que la loi a prévu comme soutien à ces familles. Donc, ce n'est pas simplement juste un dénombrement comme ça physique qui est réalisé. Il y a beaucoup de paramètres liés au nombre de ces victimes-là. Donc, étant un État responsable, l'État prendra ses responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas lancer des chiffres au hasard. Il faut bien établir les responsabilités, enfin, les réalités, avant qu'on ne puisse avoir un nombre réel de victimes de cette attaque-là. Oui, venons-en maintenant peut-être aux complicités. Alors, M. Nadambega en avait déjà parlé sur cette attaque. Comment est-ce que vous pouvez donc analyser ces complicités, donc certaines peut-être qui ont pu concourir donc à la commission de cette attaque? Ce n'est pas du tout une nouveauté, hein, la notion de complicité dans cette affaire. Puisque dès le début, si vous vous rappelez bien, le terrorisme a été qualifié de guerre asymétrique. Et cela couvre tout le concept, en ce sens qu'il ne s'agit pas de combattants identifiés, formellement identifiés, hein, qui se positionnent comme des troupes régulières, de la façon dont sont nos armées, nos FDS, mais c'est plutôt des combattants qui se fondent soit dans la nature, lorsqu'ils avaient la possibilité d'établir des camps, soit même dans la population.
Et quand on regarde le fait que de moins en moins on ne puisse voir circuler comme il y a de cela quelques années, autour de 2017, 2018, 2019, où on signalait des groupes de 40 binômes en moto, stationnés à un endroit, qui allaient se déplacer à un autre endroit, et puis effectivement il y avait des attaques. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui. Parce que l'armée a réussi, non seulement à démanteler la plupart des camps, mais à empêcher les grands déplacements. Cela signifie automatiquement, quand vous allez au fond des réflexions, que l'ennemi se trouve à l'intérieur des populations. Et c'est là où cette dimension du conflit devait être plus prise en compte par ceux qui organisent la riposte et déployer plus de moyens, effectivement, pour l'identification de tous les incidents qui se déroulent dans les villages, dans les villes, et qui ne sont pas normaux du tout. Et c'est une autre forme de la guerre qui fait qu'il faut mettre en avant peut-être d'autres formes de combattants. Et maintenant, on a peut-être un quadrillage du territoire avec les bataillons d'intervention rapide qui empêchent les grands déplacements. Il faut peut-être maintenant mettre en avant d'autres forces qui vont intégrer les localités. Même cette notion, cette idée de la zone d'intérêt militaire qui avait été émise, qui avait été battue en brèche, mais qui semble ne pas être aussi idiote que ça, c'est de délimiter des zones où on dira personne ne circule à ce niveau-là. Et tous ceux qui seront aperçus à ce niveau sont considérés comme des combattants. À ce moment, on aura le loisir de regrouper en des endroits. Je parle des zones qui sont vraiment touchées comme le centre-nord, peut-être encore l'est, où on regroupe les populations à certains endroits bien précis, où on peut mieux organiser leur défense. Et laissant le choix maintenant aux militaires et aux FDS de quadriller les zones et puis éventuellement repérer les troupes. On vous a bien compris. Alors, docteur Ouedraogo, sur les complicités qui peuvent arriver donc, dans ce type de situation. Ok, les complicités sont évidentes. Elles sont évidentes parce que l'ennemi, depuis l'extérieur ou depuis les zones qu'il occupe là, ne peuvent pas perpétrer des opérations sans avoir des relais. Et moi, je commence même par citer ces relais qui passent le temps donc sur les réseaux sociaux à partager les informations. Moi-même, je les considère comme étant les complices numéro 1 et les plus dangereux parce que c'est eux qui jouent ou du moins qui assurent la communication de ces groupes terroristes. Et si vous remarquez, c'est à peine moins d'une heure après l'attaque que les gens ont commencé à relayer l'information. Publication. Oui, les réseaux sociaux. Moins d'une heure. Et en plus de cela, avec même des chiffres à l'appui. Un des terroristes, un des pages que je qualifie de page terroriste a dit que braquer les radars sur Barsalgo. Pendant même que l'opération n'avait pas une heure qu'elle a débuté. Quand c'est comme ça, c'est sûr que ces gens ont des informations précises et que ces gens sont chargés de communiquer. Et ces gens ont l'information comment? On ne voit pas de publication de la part de ces personnes. C'est ça aussi la grande interrogation. C'est ça aussi la grande interrogation. Tout de suite, M. Sigiri parlait donc des massacres de terroristes que nos FDS ont opérés ces dernières semaines. On n'a pas vu une seule page de ces relais-là parler même de ces massacres. À plus forte raison, même donner une estimation chiffrée sur le nombre ou en tout cas la quantité de terroristes que nous avons abattus. Ça passe inaperçu. Et quand ce sont nos hommes, les populations civiles ou militaires qui tombent, alors on sent une certaine joie, une certaine précipitation pour relayer l'information. Et ces gens qui sont soit en France, soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire, comment ont-ils l'information sur le terrain? Soit ils sont en connexion directe avec des terroristes, soit il y a des populations civiles
ou militaires qui en tout cas sont sur place et leur permettent d'avoir des informations et de les amplifier à leur gré et maintenant de les partager. Donc à mon sens, les complicités sont évidentes. Et dans toute guerre aussi, on le sait, la 5e colonne, l'ennemi infiltré, est la colonne la plus dangereuse. Je pense qu'à l'étape où nous sommes, le Burkina Faso est en train de passer aussi par cette étape. Et je vais encore me référer à une des communications du chef de l'État, où il a dit, lors donc des montées de couleurs, là, il avait évoqué ça, que ce n'est même plus au niveau donc des populations civiles, même au sein de l'armée, il y avait des complicités, des gens qui passent des informations, qui passent donc des positions stratégiques pour permettre donc à l'ennemi de nous donc assaillir, en tout cas de nous torpiller. Pour moi, il faudra, je pense que peut-être, je ne sais pas si j'anticipe sur l'émission, mais je pense que ces complicités-là, il faut les traiter de façon les plus sévères et les plus exemplaires. Si ces gens sont au Burkina Faso et que ces gens sont saisis, que l'on trouve les voies et moyens, les mécanismes pour les punir à la hauteur de leur forfait. Je ne suis pas en train de prôner une justice expéditive, mais en matière de guerre, il faut aussi des actes qui servent de pédagogie, qui servent de leçon aux autres. Ceux aujourd'hui même qui nous exhibent les droits de l'homme, quand on regarde dans leur histoire, ils n'ont jamais toléré la trahison, la traîtrise ou encore les complicités. Voilà pourquoi on a parlé de guillotine dans l'histoire de la France jusqu'à récemment 1977 et autres. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de procès de Nuremberg. C'était pour que ça serve de leçon. Nous aussi, on ne peut pas se départir de cela. Nous sommes humains. Mais pour des cas de complicité, par exemple, pour cette attaque de Barsalgo, si des complicités sont, à mon sens, retrouvées, saisies, ou en tout cas appréhendées, qu'on les traite de façon à ce que ça dissuade d'autres personnes qui seraient tentées, parce que c'est autant de vies humaines, c'est autant donc de blessés que nous avons enregistrés. Donc il faut que cela serve de leçon, pour que les gens comprennent. Et en parlant de cela, moi je pense aujourd'hui dans notre loi, il n'y a pas donc la peine de mort. Il n'y a pas la peine de mort, mais moi en tout cas je milite pour le rétablissement de cette peine de mort. Pas parce que je suis, comme je l'ai déjà dit, pour qu'on banalise la vie humaine, mais parce que on ne peut pas préserver une vie humaine qui met en danger des milliers de vies humaines. Même aux États-Unis, reconnus comme étant donc l'une des meilleures démocraties, la peine de mort existe toujours. Et en contexte de guerre, on dit souvent aussi, il faut s'inspirer donc de la réalité, ce que nous vivons pour légiférer. Et dans le contexte actuel, je crois que même si on va constituer le peuple burkinabé, la plupart des gens seront favorables pour qu'on rétablisse la peine de mort. Et je vais finir là où j'ai commencé, ces complicités. Donc ces relais des terroristes là, moi je pense qu'il faut activer aussi des leviers pour demander qu'on les extrade. Même si ça ne sera pas fait, que vous soyez en France ou vous soyez en Côte d'Ivoire ou vous soyez aux États-Unis ou vous êtes des Burkinabés, vous allez tourner le dos à votre pays. Même si les politiques qui sont déballés ne rencontrent pas votre assentiment, quand même, c'est une question nationale. C'est une question de patrie. Ce qui se passe actuellement, à mon sens, est intolérable. Et il faut trouver des leviers pour demander que ces gens-là soient extradés. Peut-être ces pays-là vont nous accompagner. S'ils ne nous accompagnent pas dans ce sens-là aussi, on comprendra leur jeu et nous pourrons prendre position. Oui, M. Nadambega qui avait déjà commencé à parler de ces complicités. Oui. Moi, je vais être très systématique. En fait, dans le contexte actuel du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il n'y a pas 3 camps. Il n'y a que 2. Où on est effectivement pour la fin du terrorisme, contre effectivement toutes les vies qu'on enlève inutilement dans la barbarie, ou alors on trouve effectivement son intérêt dans ce qui se passe et on souhaiterait effectivement que ça continue, ou alors on veut l'utiliser pour préparer le terrain à un changement qui permettrait que l'on se repositionne pour avoir recours à ces paradis perdus. Donc il n'y a que 2 camps. Maintenant, si on considère effectivement cette hypothèse, ça devient très simple effectivement de voir
qui est complice et qui milite effectivement, même s'il est contre la politique, parce qu'il y a beaucoup qui aujourd'hui, qui ne sont pas effectivement pour la politique qui se passe, mais qui soutiennent effectivement ce qui est en train de se passer parce qu'ils veulent la fin effectivement du terrorisme, en se disant qu'il y a des contradictions secondaires et des contradictions fondamentales. Et que la libération de notre pays aujourd'hui, la protection de nos citoyens, c'est la priorité numéro 1. Donc ce qui s'oppose à ça, ça crée effectivement la contradiction fondamentale. Maintenant, comme il le disait, et sur la base effectivement de cette hypothèse, lorsque vous lisez des postes où les gens se disent oui, il y a tant effectivement de gens, préparez-vous, il y a ceci, cela, je pense effectivement qu'il y a lieu de creuser et de trouver, et j'insiste dessus comme il a dit, le moyen d'anticiper, de lancer des mandats d'arrêt internationaux. De sorte que, tôt ou tard, qu'on les ait ou pas, ils sachent effectivement qu'ils vont répondre effectivement de leurs actes. Deuxièmement, je vais demander un peu pour revenir sur ce que mon ami Siaka a dit, que je ne partage pas beaucoup. C'est la considération effectivement des zones d'exclusion militaire. En fait, peut-être que nous n'avons pas la même compréhension de ce que c'était que les zones d'exclusion militaire. Mais à l'époque, ce que j'ai compris effectivement des zones d'exclusion militaire, c'est que tous les civils devraient quitter de là. Alors que, si on ne fait pas attention, on peut interpréter, comme il le dit, comme éviter que les civils soient là et que ce soit seulement les militaires. Je pense que ce que je comprendrais et ce que je partageais dedans, c'est que, puisque à ce moment, nous parvenons à contrôler, à réduire les attaques de détachement, à réduire les livraisons frauduleuses d'armes et de munitions par des embuscades, de fausses embuscades, qu'on contraint effectivement les terroristes à venir effectivement par des attaques de plus en plus lâches, que maintenant, il y ait une organisation interne pour réinstaller les populations et qu'au sein des populations réinstallées, il y ait effectivement de la veille. Quand les gens vont effectivement faire des travaux d'intérêt commun, ce n'est pas seulement les FDS et les militaires qui sont là pour les protéger, mais eux-mêmes déjà, ils ont fait le travail de détection, ils ont fait le travail de sensibilisation, ils font le travail de suivi. Parce que cette étape-là peut arriver par la suite, c'est qu'ils infiltrent totalement maintenant les populations, et que ce soit de l'intérieur, et que les armes, soit comme on est en train de le dire, et les munitions, soient transportées dans des canaries, des seaux d'eau, etc., pour leur apporter ça dedans. Donc c'est juste pour revenir dessus, pour dire, les zones d'exclusion militaire, pour moi, étaient une très mauvaise stratégie. On ne peut pas dire effectivement qu'on protège les populations, on reconquiert le territoire pour ramener les populations, et paradoxalement, on ne peut pas dire vider les terrains, si on voit effectivement un civil dedans, à partir d'un certain délai, on va les abattre. D'accord, alors on vous a bien compris. Alors Adama Sigiré, sur la complicité justement, et puis également pour qu'on puisse évoluer, et comment justement il faut faire, quelle attitude il faut donc adopter pour éviter pareilles circonstances. Oui, merci beaucoup Monsieur Sayan. Ce qui explique la complexité de cette guerre, ce sont les complicités. Et les complicités, pour moi, sont à deux niveaux. Il y a d'abord les complicités sur le terrain de guerre. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Barsalogho, lors de cette attaque, je me permets de croire que certainement, il y a peut-être des hommes même de Barsalogho qui savaient que les terroristes allaient venir attaquer, ou certainement qui ont donné l'information aux terroristes. Et quand on voit souvent que les terroristes aussi font des kilomètres avant d'arriver sur le lieu d'attaque, sans que ceux qui sont sur le lieu d'attaque ne soient au courant, on se permet de croire, je dis bien on se permet de croire qu'il y a des complicités internes qui sont sur le terrain et qui donnent l'information aux terroristes pour donner le lieu exact et le temps qu'ils pourraient utiliser pour attaquer. Le deuxième niveau de complicité que je trouve aussi très regrettable, c'est la complicité des Burkinabés qui communiquent pour les terroristes. Et ça, moi j'ai fait le constat depuis, mais surtout hier, jusqu'à aujourd'hui dimanche, j'ai compris qu'il y a beaucoup de Burkinabés effectivement qui ont décidé de détester le pays.
Le chef de l'État, lors de sa sortie le 11 juillet, je crois, au Palais des Sports, a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, vous pouvez moi me détester, mais ne vous permettra pas de détester le pays. Il y a des gens qui font une grave confusion. Parce qu'ils n'aiment pas le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont prêts à détruire le Burkina Faso. Et ça, c'est ce qu'ils appellent les complicités lettrées. Ceux même souvent qui sont allés à l'école et qui ont décidé de communiquer pour les terroristes. Rien que ce matin, sur ma page, moi j'ai bloqué près de 40 personnes qui n'intervenaient pas sur ma page et qui aujourd'hui sont sortis pour intervenir parce qu'il y a eu une attaque à Barça-Logo. Et quand vous lisez leurs commentaires, c'est l'expression voilée de la joie, l'expression voilée de la satisfaction parce qu'on a attaqué Barça-Logo. Je partage parfaitement ce que Dr Ouédraogo a dit ici. La guerre est un moment très difficile. Je ne peux pas accepter que pendant qu'on massacre des Burkinabés, il y a des Burkinabés qui manifestent leur joie. Et pourquoi ils manifestent leur joie? Parce qu'ils ne sont pas contents avec le pouvoir politique. Moi, j'ai combattu le régime du président Roch Marc Christian Kaboré ici. J'ai fait des publications. Je n'ai jamais manifesté ma joie lors d'une attaque. Il faut vraiment qu'on arrive à un certain niveau où ils seront impitoyables et sans sentiment envers tous les Burkinabés qui communiquent pour accompagner les terroristes, qu'ils soient à l'intérieur du Burkina Faso ou bien qu'ils soient à l'extérieur du Burkina Faso. Parce que je partage l'avis du docteur Ouédraogo qui dit que ce que certains Burkinabés font, même les grandes nations qui le prennent pour exemple, la France, les États-Unis, n'ont jamais accepté cela. Ce que les grandes nations détestent, c'est la traîtrise. Et ici, il y a des Burkinabés qui ont opté et qui ont fait le choix de la traîtrise, de trahir leur propre nation. Il y a même des gens qui ont vu leurs parents chercher de leur village, qui sont à Kaya, qui sont ici à Ouaga. C'est des gens qui sont à Kaya ou à Ouaga et qui communiquent pour les terroristes comme s'ils ne voulaient même pas le retour de leurs propres parents au village. Et derrière tout ça, vous allez trouver que ce sont des gens qui sont remontés contre le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'aime pas sa façon de faire et que voudrait que le Burkina Faso tombe dans l'abîme. C'est inadmissible, inacceptable. Cette attaque vient encore prouver une fois de plus que nos soldats font de grands efforts et que nous sommes sur la bonne voie. Mais il y a des paramètres encore que nous n'arrivons pas à maîtriser et que nous devons essayer de tout faire pour maîtriser et savoir qu'en période de guerre, il ne saurait y avoir de pitié et de sentiments pour les ennemis, surtout pour des ennemis nationaux qui ont décidé de combattre leur pays parce qu'ils n'aiment pas leur pays. C'est regrettable ce que certains Burkinabés font. Et moi, je suis parfaitement d'accord qu'on rétablisse la peine de mort et qu'en tout cas des sanctions maximales soient prises contre certaines personnes, parce que je vous avoue, M. Sayon, que je suis outré depuis hier soir de voir des Burkinabés qui sont Burkinabés et qui font des sorties sur les réseaux sociaux pour dire que ce qui s'est passé parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela, sans même compatir pour ces Burkinabés qui sont tombés à Barça-Logo, comme si ce n'était pas des vies humaines. C'est triste et c'est regrettable. D'accord, alors nous tirons vers la fin de cette émission. On va vous permettre peut-être de faire un tour de table, ça va très vite, 1 heure de temps, ça passe assez rapidement. Donc pour un dernier mot, alors dans cette situation que vit le Burkina, que faut-il faire donc pour avancer? Un dernier mot, que faut-il faire pour souder les Burkinabés, pour aller de l'avant et sortir donc de cette situation sécuritaire assez difficile? C'est comme moi je le disais d'entrée, ce n'est qu'un épisode de cette guerre. Je suis certain que les dispositions seront prises pour empêcher que cela ne se renouvelle. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'attaques, il y en aura certainement quelques-unes, mais l'ampleur ne va certainement plus atteindre celle qu'on a connue hier à Barça-Logo. C'est là où il faut appeler à la mobilisation générale, surtout celle des populations civiles, et les appeler à se mettre à la hauteur du moment que nous vivons. Et ne pas simplement
comme cela a toujours été le cas, de se reposer sur les FDS. C'est vrai, les FDS sont dédiés à l'action armée, aux opérations, mais la nature du mal est telle que les FDS ne pourront pas à elles seules contenir le fléau dans un temps suffisant. Donc il est important aujourd'hui que les populations elles-mêmes se mettent à la hauteur du moment et commencent quand même à se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à cette guerre. Et c'est là où effectivement les dispositifs civils, je veux parler ici peut-être des collectivités qui sont dirigées aujourd'hui par des exécutifs désignés par l'administration, pourraient jouer un rôle de mobilisation, un rôle de sensibilisation et un rôle même d'organisation pour éviter ce type de situation telle qu'on l'a connue à Barsalogho. D'abord, éviter des grands regroupements. Comme cela avait été dit. Voilà, cela avait été déjà dit. Prendre des dispositions pour faire en sorte que les déplacements même des populations, on prenne des petites mesures pour informer des droits qu'on va ici et qu'on revient ici, etc. Bon, je ne sais pas moi. Il y a de quoi en tout cas s'organiser pour faire en sorte que on ne puisse plus atteindre une attaque, réaliser une attaque d'envergure comme celle de Barsalogho. Et là-dessus, il faut encore encourager les premières autorités dans leur détermination, dans tous les efforts qu'elles font pour mettre fin donc, à cette situation, et aussi aux forces combattantes qui perdent en tout cas tout le temps. Le ministre de la Sécurité l'a dit, il y a eu une riposte qui a occasionné aussi quelques pertes au niveau des FDS. Donc, moi je crois que cet événement, au lieu que cela constitue une défaite, nous pouvons la transformer en un atout et se réorganiser mieux pour éviter que non seulement les événements de telle envergure ne se reproduisent, mais surtout que nous puissions prendre le dessus et faire en sorte que du tout les terroristes ne puissent même plus agir. Oui, Adama Sidire, il faut partir de cette attaque alors pour faire en sorte que de telles situations, de telles attaques ne se reproduisent pas. Oui, merci beaucoup M. Sayon. Il faut que cette attaque serve de leçon et je pense que les autorités vont prendre toutes les mesures possibles pour qu'une telle attaque ne se reproduise pas. Et moi, je ne suis pas spécialiste de la guerre, je ne suis pas un militaire, mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur la maîtrise de l'information. En période de guerre, je crois que la maîtrise de l'information est très importante. Et selon mes simples connaissances élémentaires, l'information doit être maîtrisée de deux manières. Il y a ce qu'on appelle les renseignements. Il faut faire de telle sorte pour que même sur le front, comme on le dit, sur les terrains de guerre, nos militaires aient l'information très tôt sur le mouvement des groupes armés terroristes. Si hier on a vu l'information sur leur mouvement, peut-être qu'ils n'allaient pas arriver où ils sont arrivés, ils allaient être foudroyés quelque part par nos drones. Certainement que les gens n'ont pas eu l'information. Et si les gens n'ont pas eu l'information, c'est certainement qu'il n'y a pas eu un service de renseignement qui a permis aux gens d'avoir l'information. La deuxième façon pour avoir l'information, je crois, c'est la surveillance du territoire. Moi, je pense qu'avec les nouvelles acquisitions que nous avons à faire, surtout au niveau de l'armement, ça doit nous permettre à nos détachements de surveiller sur tous les territoires. Pour moi, c'est très important. Si un détachement peut surveiller ses périphéries, tout au plus un rayon de 60 km, savoir connaître les mouvements des groupes armés terroristes, tout au plus à 60 km, ça permet d'anticiper. Parce que dans ce contexte, il faut toujours pouvoir anticiper. Moi, je me dis qu'on ne peut pas éviter le combat, mais il faut éviter le combat par surprise. Parce que c'est quand le combat survient par surprise que nous perdons des soldats. Si hier, on avait pu surveiller et détecter ces groupes armés terroristes-là, avant qu'ils n'arrivent sur le lieu, on allait les neutraliser. Donc, je résume en disant que
il faut mettre l'accent sur la maîtrise de l'information. Pour moi, c'est très important. Et maîtriser l'information, c'est pas le renseignement. Soit vous avez des hommes sur le terrain qui vous donnent les renseignements, soit vous avez un système de surveillance. Aujourd'hui, avec les technologies, moi, je pense qu'on pourrait mettre l'accent sur cela pour vraiment avoir un système de surveillance et permettre à nos soldats de savoir tout au bout, à un rayon de 60 km, pour ne même pas dire de 100 km, tous les groupes armés terroristes qui se déplacent et de pouvoir anticiper. Ça nous permettrait d'éviter de telles attaques. Oui, alors, M. Ndameka. Oui, moi je voudrais ajouter au renseignement la campagne de mobilisation pour la sensibilisation qu'il faut faire. Sensibilisation et formation. Parce que il faut que nous soyons très objectifs. Aujourd'hui, quelle que soit la technologie que l'on va avoir, pour protéger quelqu'un, a fortiori effectivement une communauté, il faut avoir la participation de cette communauté. Parce que si vous n'avez pas la participation de cette communauté, ça va être très difficile. Et pour avoir une participation effective de la communauté, il faut la renseigner, il faut l'informer, il faut aussi la former. Parce qu'il faut que nous ayons des réflexes comme il y en avait sous la Révolution. De sorte qu'il y a un étranger qui arrive, même si quelqu'un a été effectivement forcé de cacher une arme, il ne peut pas le faire ou elle ne peut pas le faire sans qu'il y ait effectivement un œil qui a aperçu quelque chose. Il faut qu'il y ait une certaine forme de dénonciation. Et puis, ce qui s'est passé, on va tirer les leçons. Mais les populations elles-mêmes vont tirer les leçons et on va les accompagner à tirer les leçons. Parce que ce n'est pas évident que les complicités éventuelles qu'il y a eu au sein des populations ont pu éviter effectivement d'être victimes d'une manière ou d'une autre. Et ça fait comprendre qu'en fait, vous protégez vous-même. Sans oublier qu'aujourd'hui, la forme que ça prend, ça fait que personne n'est à l'abri. Donc ça va obliger effectivement à la coopération. Il faut également qu'on encourage, si ce n'est pas déjà le cas, les échanges inter-agences. Quand les échanges inter-agences, c'est vrai qu'on a maintenant l'ANR et que l'ANR semble effectivement être global et intègre tout, mais n'empêche que chaque unité, chaque force a quand même sa structure de renseignement. Il faut qu'il y ait des échanges entre effectivement ceux-là. Ensuite, de la même manière que nous faisons des acquisitions d'armes de plus en plus de qualité et en quantité, il faut que nous avançons vers des accords qui nous permettent un renseignement géographique, stratégique de notre pays à un instant T, peut-être même à 20 cm près. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas être concevable qu'il y ait un groupe de 10-15 personnes qui bougent effectivement dans le Sahel ou bien sous des petits feuillages et on ne peut pas nous signaler il y a ci, il y a ça. Nous voyons que nous avons des drones. C'est vrai que ça n'a peut-être pas l'efficacité des drones Reaper, mais on a écouté des drones Reaper qui permettaient effectivement de donner des renseignements sur les mouvements. Je pense qu'on doit travailler à pousser parce que plus on va avancer dans l'efficacité contre effectivement les terroristes, plus on va avoir des équipements sophistiqués, plus l'adversaire, et nous savons que nous avons touché, en dénonçant certains accords, les intérêts effectivement de puissance. C'est pas pour rien effectivement que récemment l'attaque au Mali a permis à ceux qui cachaient leur complicité de venir en surface. Oui. Donc pour finir là-dessus, il faut que nous sachions que ça peut être même beaucoup plus vicieux, la forme des attaques qui vont venir. Parce que ça devient de plus en plus. Donc nous devons effectivement nous préparer. Et le chef de l'État l'a dit, il faut qu'on se prépare à une guerre de haute intensité. Oui, alors le dernier mot vous revient, Monsieur Ouedraogo, docteur Ouedraogo. Ok, merci bien. Je vais dire rapidement 2 ou 3 choses. Premièrement, c'est comme il a dit, moi j'ai pensé aussi à la formation même des citoyens. Comme le disait Sankara, les peuples consciencieux ne délèguent pas la défense de leur patrie, leur territoire à un groupe de personnes, même ces personnes appelées FDS
ou encore VDP sont de plus en plus nombreux. Il faut aussi que la plupart des civils, sinon même tous les civils, soient initiés à la formation militaire, au maniement des armes. Parce que, d'ailleurs, vous parliez tantôt d'une guerre de haute intensité, ça peut aussi impliquer le peuple. Et si nous qui sommes sur le plateau en tant que civils, nous pouvons manier les armes, si hier cette population civile savait manier les armes et avait des autorisations de port d'armes, peut-être qu'on pouvait limiter donc ce drame. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est au niveau donc de l'information. La guerre, comme on aime le dire, c'est aussi une guerre de communication. Donc que les gens qui aiment s'informer sur les réseaux sociaux soient très sélectifs et fassent beaucoup attention. Aux fausses informations. Pour vraiment, il y a des pages sur lesquelles on ne peut pas s'informer de façon fiable. Comme le disait tantôt le co-débatteur, le doyen Siaka Koulibaly, et il n'y a pas de chiffre officiel actuellement, mais on a vu sur les réseaux sociaux des gens même qui croient, qui exhibent ça, qui disent que oh, c'est un drame. Non. Il faut attendre une information officielle. Il y a des pages qui sont crédibles, il y a des comptes qui sont crédibles, mais tant que ces comptes n'ont pas donc donné d'informations, si c'est les informations distillées donc par les relais terroristes là, il faut les prendre avec les pincettes, sinon même les banaliser. Et pour finir, comme je l'ai dit donc dans mon intervention, on aime dire que les grandes nations ont aussi un grand passé, une grande histoire. Et si nous pensons que le Burkina Faso ou l'AES est appelé à être une grande nation, alors cela demande aussi une grande histoire. Et les grandes histoires s'écrivent dans des moments de douleur. Juste pour dire que nous devons nous armer d'un mental invincible, un mental de fer pour pouvoir traverser toutes les épreuves qui se présentent à nous ou qui peuvent se présenter à nous sur le chemin nouveau que nous avons emprunté, le chemin donc de la véritable indépendance. Parce que je vais finir par là. Peut-être que beaucoup n'évaluent pas, beaucoup ne comprennent pas les enjeux actuels. Nous avons été dans des indépendances formelles pendant plus de 60 ans. Et avant ces indépendances formelles, nous avons été sous le joug colonial pendant 60 ans. Ça fait 120 ans de dépendance à la France. Et même avant ça, nous sommes passés par 4 siècles d'esclavage. C'est un passé très lourd. Et ce n'est pas en décidant seulement en 2023 de tourner le dos à la France, en 2022 de tourner le dos à la France, et en créant l'AES en 2023, qu'en 2024 nous serons libres. Ça va demander beaucoup de combats et la France, beaucoup de sacrifices. La France va tout faire pour nous prouver que l'option est mauvaise. On se rappelle de ce que la Guinée a vécu avec Sékou Touré dans les années 58. Dès qu'ils ont dit non à la communauté franco-africaine et qu'ils voulaient leur indépendance tout de suite et maintenant, De Gaulle avait dit, vous voulez l'indépendance, eh bien prenez-la avec toutes les conséquences. Et on a vu le sabotage que la France a orchestré contre la Guinée, juste pour prouver aux autres pays là que soit vous marchez avec nous, soit vous optez pour le chemin de l'enfer. Voilà donc l'importance du combat que nous devons mener actuellement. Et les masses doivent être informées et doivent s'engager parce que les jours à venir, on peut assister à une fin rapide du terrorisme comme les choses peuvent s'aggraver. Mais nous devons avoir ce mental-là que quoi qu'il advienne, un jour, nous allons vaincre le terrorisme et aller à la véritable indépendance. Voilà, donc ça sera le mot de fin de cette émission qui était consacrée donc à cette attaque perpétrée contre des populations civiles à Barsalgo hier samedi. Nous espérons donc que vous avez tiré, donc vous avez pris bonne note en tout cas de toutes les analyses qui ont été faites sur ce plateau. Je rappelle très rapidement que j'étais donc en compagnie de Siaka Koulibaly, analyste politique, Gervais Nadambega, ingénieur des techniques de développement rural et spécialiste en développement organisationnel, Dr Yacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur en civilisation africaine à l'université Nazi Boni, et Adama Sigiré, écrivain et professeur de philosophie. Merci de votre fidélité à l'émission Questions majeures. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.